émergeront des champions à partir de ces tissus de PME. Et d'ailleurs, c'est un message aussi que je lance aux banques commerciales. Certaines sont présentes ici à Rabat. Les banques commerciales considèrent que les PME sont trop risquées. Et donc, elles ne souhaitent pas ou bien elles financent très peu les PME. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Vous avez des institutions comme le MIGA, comme le Fonds de solidarité africain, comme la BAD elle-même qui peuvent dérisquer ces financements à l'endroit des PME. Et puis, il faudrait que ces banques de développement puissent aussi mettre en place des lignes, beaucoup de lignes en place pour les PME. Effectivement, sans dévaloriser peut-être la portée de cette étude, puisqu'on va en reparler, mais on n'a pas attendu cette étude pour savoir quand même que nos PME ont des problèmes d'accès au financement, mais il y a cet autre problème aussi qui est sur ce qu'on appelle dans nos pays subsahariens l'informel, même c'est des entreprises structurées, mais très encore informelles. Comment on fait avec ces deux problèmes? Alors, c'est une très très bonne question. Il est vrai que lorsque vous parlez avec les banquiers, et nous au niveau du patronat malien, l'un des groupements professionnels, c'est l'APBF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, effectivement, les banquiers vous disent, oui, il y a un tissu de PME qui est vigoureux, qui crée l'essentiel des emplois, mais beaucoup sont dans l'informel, et nous, en tant que banque, nous sommes obligés de respecter certains standards, de faire certaines études. Et donc, c'est ça qui fait que ces PME n'arrivent pas, disons, à cocher toutes les cases. Alors que ce sont des PME vigoureuses, qui travaillent, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, qui payent des impôts, peut-être pas assez, et donc qui, malheureusement, puisqu'elles ne sont pas structurées, n'arrivent pas à se faire financer. Alors, moi, je parle du principe qu'il faut que le monde de la finance, les banques commerciales, les DFIs, Development Financial Institutions, trouvent un mécanisme pour accompagner ces PME à se formaliser, à se structurer, surtout lorsqu'elles commencent à atteindre une certaine taille, pour qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement du système financier. Mais il y a un élément très important qui va amener ces PME à se formaliser, c'est lorsque nous aurons des administrations publiques fiscales qui vont être des vrais partenaires au lieu d'être des administrations publiques fiscales prédatrices. Parce que qu'est-ce qui amène les gens à rester dans l'informel? C'est parce que ils se disent que dès que je sors la tête, on va me la couper. Donc faisons en sorte que la fiscalité soit moins confiscatoire, soit beaucoup plus partagée, que l'assiette fiscale soit élargie pour que chacun paye en fonction de ses revenus, de ses moyens, que ce soit d'ailleurs des entrepreneurs ou des personnes physiques. Et là, vous verrez que l'informel va considérablement se réduire parce que les gens n'auront plus d'incitation à rester dans l'informel. Mais tant que nous aurons un système fiscal qui va surtaxer un petit nombre et qui va oublier le plus grand nombre, nous aurons un secteur informel hypertrophié. J'ai l'impression d'entendre un débat ailleurs et d'autres problématiques, taxer les riches ou peut-être pour financer les moins riches. Allez, ce ne serait pas ici le lieu pour défendre l'administration fiscale, mais ce qu'on entend de nos administrations fiscales, c'est faire preuve de patriotisme fiscal. Est-ce que les deux sont antinomiques, c'est-à-dire devoir payer et aussi ne pas être étouffé par les impôts? Moi, je ne mettrai pas le débat sous l'angle du patriotisme fiscal ou pas. Moi, je pars du principe que lorsque vous créez une entreprise, vous créez de la richesse. Et cette richesse-là, elle doit être partagée par tous les stakeholders, par tous ceux qui sont intéressés. Les premiers qui profitent de la richesse créée par une entreprise, ce sont les salariés. Parce que lorsque vous avez des revenus, la première des charges que vous devez payer, ce sont les salaires. Ensuite, le deuxième qui profite de la richesse créée par une entreprise, c'est l'État. Vous devez payer des impôts. Vous devez payer des impôts.
Et ensuite viennent les banquiers, lorsque les banquiers vous prêtent de l'argent, ils vous facturent des intérêts, vous devez payer. Les fournisseurs. C'est une fois que vous avez payé tout ceci, que vous avez satisfait tout ceci, que s'il reste quelque chose, vous qui avez créé l'entreprise, vous prenez un tout petit peu sous forme de dividende. Donc pour moi, une entreprise est un outil de création de richesse, de valeur, d'emploi et qu'on partage avec toute la communauté. Donc ce n'est même pas une question de patriotisme, c'est une obligation. Bien sûr. L'impôt est un pacte social entre un État, d'accord, qui doit collecter des ressources et qui doit utiliser ces ressources pour donner du service à sa population. Malheureusement, ce pacte social-là, dans beaucoup de pays africains, il n'est pas respecté. Parce que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'État collecte des ressources sous forme d'impôts, de taxes, de droits de douane et tout cela, mais que les services ne sont pas là. Parce qu'il y a un taux de corruption beaucoup trop élevé et les ressources collectées, donc les cotisations des citoyens, parce qu'un impôt c'est rien d'autre qu'une cotisation, chacun cotise un peu, on donne à un groupe d'hommes et de femmes qui s'appelle le gouvernement, et on dit faites des écoles, faites des routes, faites des hôpitaux, assurez notre sécurité, ainsi de suite. Mais quand on collecte cette cotisation, qu'on appelle impôt et taxes, on donne à ce groupe d'hommes et de femmes qui normalement doivent même être élus, et on leur dit donnez-nous du service avec l'argent qu'on a cotisé et qu'on ne l'a pas, le pacte social, il est rompu. Mais cela n'empêche que ce pacte social met comme obligation à toute personne, que vous soyez une personne physique, c'est-à-dire un citoyen, vous avez un salaire par exemple, on vous prélève des impôts là-dessus, ou une personne morale, une entreprise, vous faites un bénéfice, vous payez un impôt, c'est une obligation, on ne doit pas s'en soustraire. Maintenant, on s'en soustrait parce que le système permet de s'en soustraire. On le sait aussi que l'informel, souvent, arrange les administrations fiscales parce qu'il y a à boire et à manger avec l'informel. On sait qu'ils ne respectent pas les lois. Bon, on se dit, ok, vous ne respectez pas les lois. En contrepartie, qu'est-ce que vous allez faire pour que je vous laisse tranquille? Donc, c'est tout ce système qu'il va falloir revoir pour que ce pacte social-là soit respecté. Vous avez obligation de payer des impôts, vous ne pouvez pas vous en soustraire, vous ne devez pas vous en soustraire, mais ceux auxquels on confie nos cotisations, nos impôts et nos taxes doivent aussi, au lieu de le détourner en grande partie, doivent l'investir dans les services que nous, les citoyens, nous attendons. M. Bali, vous voyez, le déroulé de cette interview me rappelle la situation dont vous avez discuté, les problèmes. À chaque fois que vous évoquez un problème, il y en a un autre qui se présente. Vous voulez tous travailler ensemble, ça a été beaucoup dit dans ce forum. Il y a les problèmes d'intégration, les critères de convergence qui ne sont pas là entre États. On a le Maroc, l'Afrique du Sud, d'autres pays du Nord qui sont très loin devant d'autres, avec lesquels pourtant il faut travailler. Ce qu'on appelle aussi la chaîne de valeur, pour que tout le monde se retrouve autour d'un pacte gagnant-gagnant qui était jadis un pacte entre le Nord et le Sud. Mais aujourd'hui, entre pays du Sud, comment faire pour que ces critères de convergence-là soient présents, que sur des chaînes de valeur, de choses qu'on a en commun, comme l'agriculture, allez, comme par exemple quelque chose qui va vous faire plaisir, parce que c'est votre domaine, l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme sans intégration. Comment on fait ça? Et ça fait des années qu'on le dit quand même. Non, on ne peut pas faire du tourisme et de l'hôtellerie sans intégration, ça c'est clair. Pendant le forum, j'ai donné mon exemple. J'ai dit je suis un Africain avec un passeport malien et je peux me déplacer dans à peu près une vingtaine de pays africains sans visa, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO et puis quelques autres pays où je n'ai pas besoin de visa. Et pour tout le reste, c'est-à-dire pour les 24 autres pays, j'ai besoin de visa. Alors qu'avec ce même passeport dans lequel j'ai un visa Schengen, je peux me déplacer dans 27 pays européens. Voilà une aberration de la non-intégration
des États africains. On devrait, depuis le temps qu'on en parle, on nous a même brandi le passeport africain lors d'un sommet de l'Union africaine. Mais ça reste toujours juste une promesse qui n'est pas tenue. Il faudrait que n'importe quel Africain, avec un passeport africain, d'un pays africain, Sénégal, Mali, Togo, Kenya, on puisse aller dans les 54 pays africains sans visa. Et cela va booster le tourisme, et notamment le tourisme intra-africain. Comment on peut développer du tourisme et de l'hôtellerie, surtout intra-africain, lorsque ça coûte moins cher à un Sénégalais de faire un Dakar-Dubaï pour aller passer ses vacances que de faire un Dakar-Abidjan, qui est à peine 2 heures, alors qu'un Dakar-Dubaï est peut-être à 7-8 heures. Tant que nous n'avons pas réglé ces problèmes, j'étais avec un consultant de la BAD qui nous a accompagnés pour notre boardroom. Il m'a dit, mais j'ai fait Rome-Rabat en vol direct avec mon épouse et ma fille, parce que c'était le week-end, j'ai amené ma famille. On a payé 300 €, c'est-à-dire 100 € par personne. Moi, pour faire un Bamako-Casa en économique, je dois payer 1 000 €. Alors, comment on peut développer le tourisme et l'hôtellerie? C'est ça que j'ai dit pendant le panel, et je l'avais aussi dit la semaine dernière au Med Days à Tanger. Notre salut, le salut de ce continent, passera par l'intégration du continent. Il nous faudrait ouvrir les frontières. Il nous faudrait un visa Free Africa. Il nous faudrait des connexions aériennes à des coûts abordables. Il nous faudrait surtout des infrastructures économiques. Et justement, ce genre de forum, Africa Investment Forum, peut, disons, booster des projets transfrontaliers, des autoroutes. J'ai donné l'exemple de... moi, depuis que j'étais gosse, j'ai entendu parler de l'autoroute du Cap au Cap. Du Cap au Cap. Tout à fait. Voilà. De la Tunisie jusqu'en Afrique du Sud. Tout à fait. Depuis que je suis gosse, et pourtant j'ai un certain âge aujourd'hui, ça reste toujours, voilà, une vision. Donc, ce sont ce genre d'infrastructures, des ports, des aéroports, des autoroutes, des infrastructures sous-régionales, régionales, africaines, développées par des pays ensemble. Et on l'a vu ici, c'est que le président de la BAD l'a dit, lui-même il a dit qu'il faut que les pays se mettent ensemble pour développer des infrastructures ensemble. Et là, ça va... Je reste persuadé que l'intégration du continent ne peut s'accélérer qu'avec l'intégration économique. On a senti quand même de l'enthousiasme dans ce forum. On se dit, mais peut-être qu'ils sentent quelque chose, et beaucoup se sont accrochés aussi à ce grand et magnifique projet de gazoduc du Nigeria au Maroc qui va traverser 13 autres pays et qui va peut-être aussi permettre une au moins semi-industrialisation, puisqu'on le sait aussi, le coût de l'énergie bloque beaucoup le développement de la chaîne de valeur de l'industrie pour que nos pays puissent décoller. Ça fonde de l'espoir quand même, ce genre de projet. Pas uniquement le coût, mais même la disponibilité. Quand vous parlez de coût d'un service ou d'un produit, c'est qu'il est disponible, mais il n'est même pas disponible. Nous sommes 1,5 milliard de Maliens, d'Africains, et 600 millions n'ont pas accès à l'électricité. Mon propre pays, ça fait 2 ans que nous avons une crise très très aiguë de manque d'électricité. Et justement, en parlant de tissus PME, il y a beaucoup de PME qui ont mis la clé sous le paillasson, parce que sans électricité, on ne peut rien faire. Et même aujourd'hui, l'électricité, ce n'est même pas un luxe. Avant, c'était un luxe, mais ce n'est même plus un luxe. Même ne serait-ce que ceux qui travaillent sur Internet, il leur faut l'électricité. Le tailleur du coin dans le quartier qui va coudre un habit de fête, il lui faut de l'électricité. Le machiniste qui va moudre le mil, il lui faut de l'électricité. Donc c'est une denrée indispensable à la vie, et l'Afrique n'en a pas. Or, l'Afrique a tout le potentiel au monde, le soleil, l'eau, le vent et tout. Bien que Inga peut résoudre une bonne partie de ce problème, pourquoi on ne ferait pas d'Inga un projet africain financé par toutes ces banques qui sont présentes aujourd'hui à Rabat, avec, disons, que ce soit
les 54 pays africains qui s'endettent pour faire une gare. Et comme ça, on a l'électricité. On a tout ce désert au Mali, en Algérie, au Niger. Le Maroc, déjà, d'ailleurs, est en train de l'exploiter et ils sont en train d'exporter de l'électricité issue de leur désert vers l'Angleterre et tout cela. Mais nous pouvons faire tout ça dans notre désert, donner de l'électricité à nos populations, mais vendre aussi à l'Europe, surtout qu'aujourd'hui, on est dans la transition énergétique. Mais pour faire tout ça, il faut des sommes colossales qu'aucun pays africain tout seul peut mobiliser. Donc si on se met ensemble, si on décloisonne l'Afrique, qu'on se mette ensemble, qu'on développe ces projets structurants, ces projets continentaux, ben je suis sûr qu'on va accélérer l'intégration. Parce que l'intégration, c'est bien beau, on a la ZLECAf, on a une volonté politique, mais comme je l'ai dit l'autre jour au Meddays à Tanger, si moi je produis des anarcades au Mali et que je n'ai pas de route pour l'évacuer sur le Burkina, sur le Ghana, sur le Sénégal, sur la Tanzanie, mais finalement ça sert à quoi d'installer une usine pour décortiquer et faire des snacks à base d'anarcades du Mali, si pour le vendre ça va coûter 3 fois ou 4 fois plus cher que le même snack qui va venir du Vietnam, de la Chine ou du Cambodge, parce qu'eux, ils ont réglé le problème d'infrastructure économique. Donc, vous voyez, les infrastructures, pour moi, vont faire en sorte que l'Afrique va se développer, mais surtout l'Afrique va commercer avec l'Afrique. Aujourd'hui, notre commerce intra-africain, c'est 15%. C'est 70% en Europe, c'est 50% en Asie. Chez nous, c'est 15%. Simplement parce qu'il est plus facile de mettre des marchandises chinoises dans un bateau, de l'amener au Kenya ou en Côte d'Ivoire, de le vendre, que de produire au Burkina, au Sénégal, et de vendre, je ne sais pas moi, au Maroc ou en Tanzanie. Je vais essayer de faire que vous ne me transmettez pas cet enthousiasme Comment on fait finalement, parce que les décisions politiques quand même tardent, vous rappelez ce projet qui reste encore à l'étape de projet ou même d'ébauche de projet. Comment on fait maintenant pour que l'économie quand même puisse impulser ce levier et prendre le lead en fait? Comment on fait? Moi, je pense qu'on doit donner plus d'espace, plus de place au monde économique, aux entrepreneurs, au patronat. Je pense qu'ils doivent par exemple avoir un statut d'observateur à l'Union africaine, si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'ils doivent avoir un statut d'observateur au secrétariat général de la ZLECAf, si ce n'est pas déjà fait. Je pense que ce genre de fora, on devrait avoir plus d'acteurs économiques de tous nos pays, mais aussi des acteurs politiques pour venir se rencontrer et voir le potentiel. Parce que parfois, j'ai même l'impression que les non-africains croient plus en notre potentiel que les Africains. Moi, j'ai rencontré ici des nouvelles DFIs qui sont en train de s'installer, telles que l'EBRD, qui est quand même une banque qui a été mise en place pour reconstruire l'Europe de l'Est lorsque il y a eu ils ont cassé le mur de Berlin. Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'installer partout en Afrique à partir de 2025 parce qu'ils voient le potentiel qu'il y a. Les Américains ont créé leur DFI, US International Development Financial Corporation, USDFC, et ils ont mis 60 milliards de dollars pour financer des projets en Afrique. Donc tout ceci montre quand même que l'Afrique est clairement de last frontier. On ne va pas désespérer, on a Africa 50 qui est déjà à 1 milliard de dollars, qui va monter, on dit, à 6 milliards de dollars quand même, l'horizon 2025. C'est quand même... Oui. Il y a des raisons d'y croire. Il y a des raisons d'y croire, il y a des gros progrès. Moi, je dis simplement qu'il faut accélérer, comme disent les anglo-saxons, we have to leapfrog. Il faut accélérer. Pourquoi il faut accélérer? Parce que cette formidable poussée démographique, parce qu'en réalité, l'Afrique est en train de rattraper son retard. On a cassé notre croissance démographique qui devait être naturelle avec l'esclavage. 4 à 5 siècles d'esclavage a cassé cette croissance démographique naturelle, qui devait être naturelle.
Aujourd'hui, l'Afrique rattrape ce retard avec toutes les avancées qu'on voit dans la santé, dans l'éducation et tout cela. Donc, on a un taux de croissance démographique qui est très rigoureux. À peu près chaque génération, chaque 25-30 ans, la population double. On peut s'en réjouir si justement on intègre notre économie, si justement on fait de l'Afrique un marché commun et qu'on finance le développement de nos infrastructures pour donner des emplois à ces jeunes. Bien sûr. Parce que c'est chaque année 10 à 15 millions de jeunes qui viennent sur le marché du travail et qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. Donc cette formidable croissance qui est aujourd'hui narrée, qui est vue comme un atout majeur, même hier, le président de la Banque africaine de développement l'a rappelé. On passe de 1,5 milliard à 2,5 milliards bientôt. Donc c'est un marché fantastique. C'est quand même la population de l'Inde et de la Chine qui ne rêverait pas d'avoir un seul marché commun avec 2,5 milliards de consommateurs. Ça n'existe nulle part sur le continent, sur la planète Terre. Mais il faut accélérer l'intégration. Il faut accélérer la construction de ces infrastructures. Inga, l'autoroute Cap au Cap, tous ces ports-là, les chemins de fer, décloisonner l'espace aérien, permettre qu'il y ait des low cost pour que je puisse faire un Bamako-Dakar à 50 000 francs CFA au lieu de le faire à 300 000 francs CFA. Tout ceci. Mais on ne va pas refaire Air Afrique. Air Afrique, c'était une excellente idée. Et c'était une très mauvaise idée de la faire disparaître, c'est clair. Mais on peut faire Air Afrique, mais géré de façon privée. Parce que ce qui a mis en faillite Air Afrique, c'est que c'était géré par les États. Ce n'était pas géré de façon privée. On voit le success story dont on est tous fiers, qui est Ethiopian Airlines. Malgré que le capital soit détenu par l'État éthiopien, sa gestion est totalement privée. Et aujourd'hui, c'est une fierté africaine, Ethiopian Airlines. Donc, il nous faut justement accélérer le développement des infrastructures économiques qui vont permettre de décloisonner l'Afrique et qui vont permettre d'augmenter ce taux de commerce, passer de 15% à 20, 30, 40, 50, et peut-être dans 2 générations, on va même faire du 80-90%. Parce que sinon, cette croissance démographique qu'on voit comme un atout majeur pour le continent africain, ça va devenir une bombe. On va faire un test de connaissance de l'Afrique, de vous, puisque vous vous décidez comme un Africain. Combien de dialectes vous vous êtes essayé à combien de... Vous vous êtes essayé à combien de langues comme ça? Pas de langue géopolitique, hein? Vous savez dire bonjour au moins dans combien de langues? Oui, je sais dire bonjour à 4 ou 5. Bonjour, au revoir, et ça coûte combien? Oula, l'Afrique, oui, c'est des dizaines de milliers de dialectes, c'est clair. C'est des dizaines de milliers de dialectes. Je ne connais pas le nombre. Okay. J'avoue que je n'ai jamais regardé ce chiffre, ne serait-ce que chez moi, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc... Alors, le pays où vous n'êtes pas encore implanté et où vous vous dites, allez, ça va être peut-être mon prochain investissement. Allez, il n'y a personne qui nous regarde, on n'est qu'entre nous. Le Maroc. Le Maroc? Oui. Mais vous êtes déjà au Maroc, M. Bali. Vous n'êtes pas encore au Maroc? Pas encore. Comment ça se fait? C'est un pays qu'on a toujours regardé. Je suis simplement émerveillé par ce que le Maroc, les progrès de ce pays-là ces dernières décennies, avec une vision très claire de Sa Majesté, avec un gouvernement qui déroule, avec une éducation de top niveau. Je vois l'université polytechnique Mohamed VI. Le CFC, entre autres. Le CFC, le Polytechnique est en train même de rivaliser maintenant avec Haïti. C'est un pays qui, pour moi, c'est l'exemple de ce qui est possible lorsqu'on a une vision politique très claire, lorsqu'on a une stabilité institutionnelle et politique sur du très long terme, et lorsqu'on met énormément de moyens dans l'éducation de la jeunesse. Donc, instruction, formation, éducation, ça donne un pays comme le Maroc qui est clairement un pays émergent. Et aujourd'hui, le groupe Azalaï a décidé de s'installer au Maroc. Nous avons commencé nos prospections.
pour nous installer pour l'instant dans les 3 grandes villes de business, c'est-à-dire Casa, Rabat, Tanger, et puis peut-être ultérieurement Marrakech. Voilà, clairement c'est le Maroc. Est-ce qu'on vous réduit juste à l'hôtel ou vous êtes quand même, vous explorez quand même d'autres chaînes de valeur, vous êtes sur toute la chaîne de valeur? Je suis dans d'autres chaînes de valeur, mais en tant qu'investisseur. D'accord. L'hôtellerie reste, disons, ma passion et le domaine dans lequel j'ai passé quand même 30 ans de ma carrière. Hein. Et donc, mais j'investis dans d'autres domaines. Mais en tant qu'investisseur, sleeping partner, comme on dit. En dernier, je vais essayer de vous faire dire du mal de quelqu'un de Collé Ardosso. Dites du mal sur Collé, parce que j'ai été là à l'inauguration quand même du Azalaï Dakar, parce que ce magnifique défilé qu'elle a offert, et puis vos rochers que vous avez plantés là dans l'océan avec un reflet. On se croyait à Las Vegas ou peut-être dans une autre ville de lumière. Quel était cet alliage que vous avez fait entre la mode, le style et puis le standing de l'hôtellerie que vous avez construit à Dakar? Alors, vous savez, Azalaï Hotel, c'est une chaîne hôtelière panafricaine. Et nous avons toujours insisté pour que ça reste, cet ADN de l'Afrique que nous avons, que ça reste. Nous faisons une hôtellerie aux standards internationaux. Donc, quand un client vient chez nous, il vient d'abord parce que c'est un hôtel de standing où il va trouver la même qualité de service qu'à Paris, New York ou Sydney. Mais en plus de cela, nous avons l'Afrique dans notre ADN et nous faisons la promotion de la culture africaine. Donc, il y a eu ce partenariat avec Collé Ardosso que j'admire, il y avait Alfadi aussi. Il y avait Alfadi. Voilà, elle a organisé un show magnifique, c'est vrai, en bordure de mer. On venait juste d'ouvrir l'hôtel. Moi-même, j'y étais avec mon épouse, qui est une so aussi. Donc, on a passé africaine, voilà. Donc, on a passé une excellente soirée à voir toute cette créativité. Vous savez, le continent africain. Il y a tellement de créativité. Il y a d'ailleurs une industrie qu'on néglige énormément. C'est les industries culturelles. On a des Collé Ardosso, on a des Salif Keita, on a des Baba Mal, on a des Youssou N'Dour, on a l'art plastique avec des Gaussou Konaté. Ça, c'est une industrie qui est largement sous-exploitée, qui est largement sous-développée en Afrique. Quand je vois les autres continents, comment ils ont développé cette industrie culturelle, ne serait-ce qu'en parlant de Hollywood, qu'en parlant de Bollywood. Bon, heureusement, on a Nollywood aussi mais j'ai envie de dire, et ça c'est une pique quand même que je vais lancer, je vais dire, Monsieur Bali, sortez aussi de votre zone de confort. Dans d'autres pays, on a des mécénats d'art, peut-être que vous le faites déjà, mais faites-en encore plus, voilà, dans le mécénat d'art, le sport et autres, qui sont de véritables industries et qui demandent peut-être des champions qui viennent rejoindre ces secteurs-là aussi. Alors, vous me tendez une perche parce que je le fais déjà. Je suis ambassadeur de ACF, Africa Culture Fund, qui a été monté par justement un compatriote en moi, Mahmoud Afé, qui d'ailleurs vient de rentrer au gouvernement comme ministre de la Culture, du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière. Je le salue au passage et je le souhaite plein succès dans ses fonctions ministérielles. Donc je suis ambassadeur de ce fonds. Et moi j'ai toujours été très porté sur l'art. J'ai parlé de Gaussou Konaté qui est aujourd'hui très certainement l'artiste, peintre, plasticien malien le plus connu. Et chaque fois que je le vois, je le taquine. D'ailleurs, je dis, bon, moi, je ne peux plus acheter tes tableaux, tellement tu es devenu cher. Et j'ai acheté ses tout premiers tableaux. Je suis sûr qu'aujourd'hui, qui valent des centaines et des centaines de milliers d'euros. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs qui s'intéressent aux industries culturelles. Et on devrait le faire de plus en plus parce que c'est une mine pour les Africains, culturelle, mais aussi de business. Vous savez, les grands patrons américains, français, ils ont tous des collections. Mais c'est pas uniquement parce qu'ils aiment l'art, mais c'est parce qu'ils investissent dedans. Et puis un beau jour, ils vont chez Christie's ou Sotheby's, ils vendent et ils font des retours sur investissement de 10, 15, 20 fois. Donc c'est aussi du business pour eux. C'est pas uniquement parce qu'ils aiment l'art. Mais je suis d'accord avec vous qu'on devrait plus s'intéresser aux industries culturelles en Afrique. Évidemment,
le sujet dont on ne va pas parler, mais bon, on va en parler quand même, ce formidable coup de pub ou de publicité. Votre hôtel reçoit quand même le président élu du Sénégal dans sa période de transition. L'homme d'affaires, vous vous dites waouh, ça c'est génial. Ou comment vous avez vécu ces instants-là où vous recevez dans votre hôtel Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans leur disons dans les périodes qui précèdent leur installation au pouvoir? Bah écoutez, moi je pense que... Vous ne les recevez pas comme de simples clients, allez. Non, pas du tout. Bah, d'abord, moi-même, je l'ai appris, Je n'ai pas envie de vous croire. Ah, si, je vous assure, Vrai? parce que moi aujourd'hui, j'ai le privilège de l'âge et je ne suis plus un opérationnel, donc je ne suis plus dans les opérations, je ne sais pas qui loge de façon Mais quand un client comme ça dans un pays débarque, je pense que vous recevez un petit coup de fil quand même. C'est après coup que j'ai été informé par mes collaborateurs, notamment le directeur général du groupe qui m'a appelé pour me dire voilà, on a des offres de marque dans l'hôtel, mais avant qu'il n'arrive, je n'étais pas au courant. J'ai pas de raison d'être au courant parce que je ne suis plus dans les opérations. Je les remercie pour cet honneur qu'ils nous ont fait. Quand ils sont venus, ils n'étaient pas au pouvoir, ils sortaient de prison, ils sont venus à l'hôtel Azalaï. Il semblerait qu'ils sont venus parce que nos confrères n'ont pas voulu les accepter et donc ils sont venus chez nous. Nous, il y avait, je pense, mes équipes qui ont accepté n'avaient aucune raison parce que nous sommes là pour vendre des services hôteliers sans distinction. Et donc ils sont venus, ils nous ont fait cet honneur-là. Ils ont été élus par le peuple sénégalais. Et effectivement, de l'hôtel Azalaï, ils sont partis, il est parti prêter serment. Et d'ailleurs, je leur souhaite plein succès dans le mandat que le peuple sénégalais leur a accordé. Et effectivement, vous avez raison, le fait que ils étaient dans Azalaï Hôtel Dakar, le fait que le président Faye est rentré dans sa voiture à partir de l'hôtel Azalaï pour aller à Diamniadio prêter serment, ça nous a donné un très grand boost au niveau de la notoriété et nous leur en sommes reconnaissants. Quand ils sont venus, personne ne savait qu'ils allaient être élus. Il a été élu, donc nous leur en sommes reconnaissants. C'est une rencontre. Et puis, d'ailleurs, maintenant, quand je prends un moment avec mes amis autour d'un bon repas, en train de se détendre, je leur dis, bon, les amis, si vous voulez être président dans votre pays, dans vos pays respectifs, vous venez dormir à Azalaï et vous allez devenir président dans vos pays respectifs. Alors, est-ce que la suite présidentielle, quand même, est-ce que le tarif de la suite présidentielle a augmenté? Ah, on va l'augmenter pour ceux qui se déclarent. Dans chaque pays où il y aura des élections présidentielles, s'il y a des gens qui se déclarent comme candidats, on va dire, bon, venez dormir dans la suite présidentielle d'Azalaï, mais vous allez payer cher. Pour l'instant, non. Parce que ça porte baraka. Monsieur Bali, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé du temps en marge de ce Africa Investment Forum ici à Rabat, au Maroc. Événement quand même qui a eu l'ingénieuse idée pour les organisateurs de mettre en avant les PME africaines dans ce side event qui a précédé l'ouverture officielle où les PME africaines, les grosses PME africaines se sont exprimées et ont exprimé des besoins. Et est-ce que, juste une toute dernière question, est-ce qu'on a l'argent disponible en Afrique pour financer ou il faut pas se fermer quand même aux capitaux étrangers? Non. La réponse est claire, nette, sans embâche. Nous avons un sous-financement de l'économie africaine. Je pense que le gouverneur de la BCEAO et tout son cabinet devraient dialoguer avec le monde économique pour trouver des solutions. Écouter le privé. Exactement. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps, M. Mossadegh Bali. Nous n'allons pas abuser de votre temps parce que nous savons qu'il y a des signatures qui vous attendent encore, les belles perspectives. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous étions très heureux de vous recevoir et c'est peut-être ça aussi que nous faisons, ce service public de l'information, de porter cet enthousiasme des acteurs économiques
au public pour susciter l'espoir, parce que vous le disiez tout à l'heure, ce qu'il faut redonner aussi aux jeunes, c'est cet espoir que c'est possible ici. Merci en tout cas. Merci de nous avoir accueillis.